j'ai vu ma femme entrer dans un hôtel avec mon patron. Je me suis assis dans le hall toute la nuit, sans qu'elle le sache. À l'aube, elle m'a envoyé un SMS, j'ai travaillé toute la nuit, c'était épuisant. Je lui ai répondu, descends, je t'attends pour signer le divorce. Elle a cru à une blague, jusqu'à ce qu'elle sorte et se fige. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je l'ai vu entrer. Je l'ai vu pénétrer dans l'hôtel au bras de mon patron, riant aux éclats, comme si le monde n'avait aucune conséquence. Et moi, debout de l'autre côté de la rue, les clés de ma propre voiture encore chaudes dans la main, je n'ai pas crié, je n'ai pas couru vers elle, et je n'ai pas fait le moindre geste. J'ai simplement marché jusqu'à l'entrée, je me suis assis dans un fauteuil près de la réception, et j'ai décidé que cette nuit-là, à son insu, j'allais être là, moi aussi. J'ai passé la nuit entière assis à cette même place. J'ai regardé les clients arriver, fatigués par leur vol. J'ai vu le réceptionniste changer de service à 2 reprises. J'ai observé l'horloge avancer, heure après heure, pendant que ma femme, Sandra, se trouvait à un étage de ce bâtiment avec Marcelo, mon patron. L'homme qui signait mes évaluations de performance tous les 6 mois, celui qui décidait si j'obtenais une augmentation ou non. À 6 heures du matin, mon téléphone a vibré sur mes genoux. C'était elle. J'ai travaillé toute la nuit, c'était épuisant. Comme si je ne savais pas exactement où elle avait passé ses heures. Comme si je ne l'avais pas observée, à travers le reflet de la vitre, à chaque fois que les portes de l'ascenseur s'ouvraient dans le hall depuis minuit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer 3 longues minutes. 3 minutes au cours desquelles j'ai finalement accepté, une bonne fois pour toutes, que mes 19 années de mariage s'étaient transformées en cela, une mensonge si bien jouée, qu'elle n'avait même plus besoin de faire d'efforts. Et puis, j'ai écrit, descends, je t'attends pour signer les papiers du divorce. Elle a cru à une blague, répondant avec un emoji qui pleure de rire. Elle pensait que j'étais encore endormi à la maison, ignorant de tout, comme je l'avais toujours été. Mais quand elle est descendue, quand elle a franchi ses portes à tambour, les cheveux encore humides et le maquillage bavant sur ses paupières, et qu'elle m'a vu assis là, une enveloppe Kraft posée sur les genoux, son visage a complètement changé. Elle s'est figée au milieu du hall, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Cependant, avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre comment j'ai fini par m'asseoir là cette nuit-là. Parce que tout cela n'a pas commencé par un hôtel. Cela a commencé bien plus tôt, par une vie que je croyais parfaite, construite de mes propres mains. Je m'appelle Eliseo, j'ai 47 ans. Et il y a encore 6 mois, j'étais cet homme qui se levait tous les jours à 5h30 du matin, préparait le café pour nous deux, et laissait la tasse fumante sur la table de chevet de Sandra avant de partir travailler. Je quittais la maison avec la certitude absolue d'avoir bâti une vie, brique par brique, sacrifice par sacrifice, sans jamais prendre de raccourci. Sandra et moi nous sommes mariés jeunes. Elle avait 26 ans, j'en avais 28. Nous avons commencé avec rien, littéralement rien, un appartement loué, un matelas à même le sol, et la promesse qu'un jour, nous aurions quelque chose à nous. J'ai travaillé dur, très dur. J'ai commencé comme superviseur dans une entreprise de logistique et, après des années de sacrifice, j'ai atteint un poste de coordination régionale. Je n'étais pas le propriétaire de l'entreprise, mais j'étais respecté. J'avais une stabilité, un salaire qui nous permettait de bien vivre, de payer l'université de notre fils, et d'économiser pour la maison dont nous avions toujours rêvé. Sandra, de son côté, avait également évolué professionnellement. Elle avait débuté comme assistante administrative, pour devenir au fil des ans gestionnaire de compte dans la même entreprise que moi. C'est une coïncidence qui a fini par nous lier encore davantage, elle rendait indirectement des comptes au même homme dont je dépendais pour mes évaluations et mes promotions. Marcelo. Ce nom qui me donne aujourd'hui la boule au ventre, mais qui, pendant des années, n'était que mon patron. Un homme qui est même venu dîner chez moi, plus d'une fois. Qui a serré la main de mon fils lors de sa remise de diplôme. Qui a trinqué avec nous pour notre 20e anniversaire de mariage, un verre de vin à la main et un sourire qui, avec le recul, me semble aujourd'hui être celui d'un homme qui savait déjà exactement ce qu'il faisait. Jamais, pas même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que cet homme finirait par être l'autre moitié de la trahison qui détruirait mon mariage. Nous vivions dans une maison à 2 étages, achetée il y a 8 ans, après avoir payé pendant 5 ans un loyer qui nous étouffait. Nous avions un jardin où Sandra cultivait des roses le week-end, avec ses gants de jardinage que je lui avais offerts pour son anniversaire, et qu'elle utilisait religieusement chaque samedi matin.
Nous avions des routines qui, en y repensant aujourd'hui, me paraissent sacrées. Nous dînions ensemble presque tous les soirs, sans exception, même s'il était tard. Nous regardions des séries le dimanche, avachis sur le canapé, commentant chaque épisode. Nous faisions de courts voyages tous les 2 mois. Rien d'extravagant, mais suffisant pour sentir que la vie avait un sens. De l'extérieur, n'importe qui aurait dit que nous étions le couple modèle, stable, mature, sans scandale, sans drame, sans les crises typiques dont on entend parler chez les amis divorcés. Et pendant longtemps, j'y ai cru, moi aussi. J'y ai sincèrement cru. Mais il y a 6 mois, quelque chose a commencé à changer. Au début, c'était de si petits détails que je ne les ai même pas perçus comme des avertissements. Je les ressentais juste comme un courant d'air froid, qui se glisse par une fenêtre qu'on ne se souvient pas avoir laissée ouverte. Un appel qui coupait dès que j'entrais dans la pièce. Un parfum différent sur ses vêtements, un parfum que je ne lui avais jamais offert. Des réunions de travail qui, soudainement, se prolongeaient tard dans la nuit, semaine après semaine, alors qu'auparavant, Sandra était toujours à la maison à 18h. Je n'y ai pas prêté attention. Ou plutôt, je me suis forcé à ne pas le faire, car après 19 ans, on apprend à faire confiance aveuglément. Et cette confiance, je le sais maintenant, a été la fissure parfaite par laquelle tout ce qui a suivi s'est infiltré. Les premières semaines après avoir remarqué ces petits changements, j'ai essayé de me convaincre que tout était dans ma tête, que le stress du travail me faisait voir des fantômes, là où il n'y avait qu'une femme occupée, fatiguée, avec plus de responsabilités qu'avant. Sandra avait toujours été dévouée à sa carrière, il n'était donc pas déraisonnable de penser qu'elle traversait simplement une phase exigeante au bureau. Mais il y a une différence entre être occupé et être absent. Et, peu à peu, cette différence est devenue impossible à ignorer. Le premier vrai détail, celui que je ne pouvais justifier par des excuses rationnelles, a été son téléphone. Sandra avait toujours laissé son portable sur la table, face vers le haut, sans précaution particulière. Cela faisait partie de notre normalité. Si un message arrivait pendant qu'elle était sous la douche, je le voyais, et ce n'était jamais un problème. Mais un mardi, tout à fait par hasard, j'ai remarqué que le téléphone commençait à être posé face vers le bas. Toujours face contre la table de chevet, contre la table de la cuisine, et même sur la coudoir du canapé pendant que nous regardions la télévision. Un geste si simple, si anodin, que n'importe qui aurait pu penser qu'il ne signifiait rien. Mais je la connaissais, et ce nouveau comportement, répété chaque jour, a commencé à résonner comme une alarme silencieuse dans mon esprit. Ensuite, il y a eu le parfum. Sandra portait le même parfum depuis des années, celui que je lui offrais moi-même chaque Noël parce que je savais qu'elle l'adorait. Mais un soir, en la serrant dans mes bras alors qu'elle rentrait du travail, j'ai senti une odeur différente, plus douce, plus forte, totalement distincte de ce qui se trouvait sur sa coiffeuse. Je lui ai demandé, presque sur le ton de la plaisanterie, si elle avait acheté un nouveau parfum. Elle a répondu que non, que c'était probablement le désodorisant du bureau. Je n'ai pas insisté, mais cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai discrètement fouillé son sac. Je n'ai rien trouvé. Pas de flacon, pas de preuve. Et cela, d'une manière étrange, m'a encore plus perturbé, car cela signifiait que, s'il y avait quelque chose, elle le cachait ailleurs, loin de la maison. Le rythme de ses réunions de travail a également changé. Avant, Sandra me prévenait à l'avance lorsqu'elle devait rester tard. Elle m'envoyait un message en milieu d'après-midi, journée compliquée, j'ai une clôture de fin de mois. Mais désormais, les avertissements arrivaient différemment, presque toujours après 18h, presque toujours avec le même ton précipité, j'ai un imprévu, je vais rentrer tard, ne m'attends pas. Et cela a commencé à se répéter, semaine après semaine, avec une fréquence qui n'existait tout simplement pas auparavant. Ce qui me blessait le plus, ce n'étaient pas les événements en eux-mêmes, mais la facilité avec laquelle elle les annonçait. Sans hésiter, sans aucune culpabilité visible dans la voix, comme si elle répétait depuis longtemps exactement quels mots utiliser, et sur quel ton les prononcer. J'ai commencé à l'observer différemment. Non pas avec une suspicion ouverte, mais avec une attention silencieuse, presque clinique. J'ai remarqué qu'elle vérifiait le miroir de la voiture avant d'entrer dans la maison, retouchant ses cheveux et son maquillage, chose qu'elle n'avait jamais faite après une journée normale au bureau. J'ai remarqué qu'au dîner, son regard s'évadait à des moments étranges, comme si elle rejouait une conversation qui n'avait rien à voir avec ce dont nous parlions à table. Un soir, pendant qu'elle prenait sa douche, son téléphone a vibré sur la commode.
C'était un message provenant d'un contact simplement enregistré sous le nom de « Travail M ». Il disait « À demain ». Au même endroit que d'habitude. Je n'ai pas vu le nom complet de l'expéditeur, je n'avais aucun moyen de le savoir à ce moment-là. Mais quelque chose dans le mot « habitude » m'a frappé de plein fouet. L'habitude impliquait une coutume. Cela impliquait qu'un schéma existait déjà, une routine établie, quelque chose qui se répétait assez fréquemment pour ne plus nécessiter d'explication. J'ai commencé à noter les dates. Pas de manière obsessionnelle au début, juste dans ma tête. Lundi, elle est rentrée tard. Mercredi, elle a annulé un dîner de famille avec une excuse de dernière minute. Vendredi, elle est sortie avec des collègues de travail, mais elle est revenue avec une odeur de fumée de cigarette, alors qu'aucun de ses amis ne fumait. Je lui ai posé la question directement une fois, en essayant de paraître décontracté pendant que nous faisions la vaisselle ensemble, « Tout va bien au travail ? Tu as l'air différente. » Elle a souri, m'a répondu que oui, qu'elle était juste fatiguée, que l'entreprise traversait une restructuration, et que cela créait une charge de travail supplémentaire pour tous les managers. Cela semblait convaincant. Si convaincant que, pendant quelques jours, j'ai recommencé à douter de moi-même. Mais ensuite est arrivé le détail qui a tout changé. Un matin, pendant que Sandra s'habillait pour le travail, j'ai vu un bracelet à son poignet que je ne lui avais pas offert. Délicat, avec un design élégant, manifestement très cher. Je lui ai demandé où elle l'avait eu. Elle m'a dit, sans me regarder dans les yeux, qu'il s'agissait d'une récompense de l'entreprise pour avoir atteint ses objectifs trimestriels. J'ai souri. Je lui ai dit que c'était génial, qu'elle le méritait, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé un peu plus. J'ai aussi commencé à prêter attention à l'argent. Non pas parce que je soupçonnais une fraude financière, mais parce que les gens qui cachent quelque chose laissent souvent des traces dans les endroits les plus simples. Le reçu d'un dîner pour deux, dans un restaurant chic, un jour où elle était censée être seule en réunion. Un paiement par carte de 100 € dans une boutique de lingerie dont elle n'avait jamais parlé. Un prélèvement de 95 € dans le spa d'un hôtel, situé à plus de 40 minutes de son bureau, sans aucune raison apparente d'y être en plein milieu d'une journée de travail. Chacun de ces détails, pris séparément, aurait pu avoir une explication innocente. Mais mis bout à bout, accumulés semaine après semaine, ils formaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Le pire, ce n'était pas le soupçon en soi. Le pire, c'était de réaliser que, sans le savoir, je m'étais entraîné pendant des mois à ne pas poser de questions, à ne pas rendre les choses inconfortables, à maintenir la paix à tout prix. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, à fixer le plafond, passant en revue chaque détail, chaque excuse, chaque petit changement de ces derniers mois. Et pour la première fois, j'ai accepté, avec un nœud à l'estomac, qu'il ne s'agissait plus seulement de mon imagination. Quelque chose se passait, et j'avais besoin de savoir exactement de quoi il retournait. Il y a un moment précis où le soupçon cesse d'être un murmure, pour devenir une certitude qui vous vole votre sommeil. Pour moi, ce moment est arrivé un jeudi après-midi, lorsque Sandra m'a appelé du bureau pour me dire qu'elle avait une session de formation obligatoire en dehors de la ville, et qu'elle ne rentrerait pas avant le samedi soir. Je lui ai demandé le nom de l'hôtel où elle séjournerait, par simple habitude, au cas où j'aurais besoin de la contacter pour une urgence avec notre fils. Elle m'a donné un nom. J'ai raccroché, 10 minutes plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 19 ans de mariage, j'ai appelé cet hôtel, en me faisant passer pour un parent inquiet, demandant s'ils avaient une réservation au nom de Sandra. Il n'y avait aucune réservation. Je suis resté là, le téléphone à la main, assis au bord du lit, sentant comment quelque chose à l'intérieur de moi s'effondrait enfin en silence. Ce n'était pas un coup violent. C'était plutôt comme regarder un mur, qui se fissurait depuis des mois, tomber lentement, sans que je veuille l'admettre. Cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais plus faire confiance à ma propre capacité à analyser la situation objectivement. J'étais trop impliqué, trop blessé, trop habitué à chercher des explications qui la protégeaient, elle, avant moi-même. J'avais besoin de quelque chose de plus solide que mes soupçons. J'avais besoin de faits, de preuves, de quelque chose qui ne pourrait pas être nié avec un sourire et une excuse bien ficelée. C'est alors que j'ai appelé Bernardo. Bernardo avait été mon camarade d'université plus de 25 ans auparavant. Et bien que nos vies aient pris des chemins différents, il s'était spécialisé dans le droit des sociétés et de la famille, tandis que j'étais resté dans la logistique, nous avions gardé contact. Le genre d'amitié qui survit à la distance et au temps, parce qu'elle est bâtie sur une vraie confiance.
Je l'ai appelé un vendredi soir, après que Sandra se soit endormie, et je lui ai tout raconté, le téléphone face contre table, le parfum différent, le bracelet inexpliqué, la réservation d'hôtel qui n'a jamais existé. Bernardo m'a écouté en silence pendant plusieurs minutes. Quand il a enfin parlé, sa voix avait un ton que je ne lui avais jamais connu, sérieux, presque clinique. Il m'a dit une chose qui est restée gravée dans ma mémoire depuis cette nuit-là, Eliseo, n'agis pas encore. Si tu la confrontes maintenant sans preuve, elle aura le temps d'organiser sa version des faits, d'effacer les preuves, et de te faire passer pour le paranoïaque. Le jaloux. Tu dois avoir un dossier en béton, avant même de prononcer un seul mot. Cette phrase a complètement changé ma façon de penser. Jusqu'à ce moment, j'avais réagi de manière émotionnelle, me laissant porter par la douleur et l'incertitude. Mais Bernardo m'offrait autre chose, une voie, une stratégie. Il m'a recommandé de contacter un détective privé en qui il avait confiance, quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé sur des cas de divorce compliqués. Un homme nommé Aaron. Discret, professionnel, habitué à gérer des situations délicates, sans causer de scandales inutiles. Au début, j'ai hésité. Embaucher quelqu'un pour suivre ma propre femme me semblait être une étape énorme, presque une trahison en soi. Mais j'ai repensé à la fausse réservation d'hôtel, au bracelet qu'elle n'avait pas pu expliquer en me regardant dans les yeux, et j'ai su qu'il ne s'agissait plus de méfiance infondée. Il s'agissait de me protéger. J'ai rencontré Aaron un lundi matin, dans un café éloigné de mon bureau, où personne ne pourrait me reconnaître. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec une voix calme et un regard attentif. Le genre de personne qui semble écouter plus qu'elle ne parle. Je lui ai expliqué la situation de la manière la plus objective possible, essayant d'empêcher mes émotions de contaminer les faits. Je lui ai donné des dates, des heures, le nom du prétendu hôtel de formation, et, avec une certaine honte, j'ai également mentionné le nom de Marcelo, mon supérieur direct, car quelque chose dans mes tripes commençait déjà à relier des points que je ne voulais pas encore prononcer à voix haute. Aaron m'a expliqué comment il allait procéder, surveillance discrète, photographies horodatées, suivi des déplacements, et, si nécessaire, vérification des mouvements financiers liés à l'hébergement ou aux dépenses partagées. Il m'a mis en garde sur une chose que je n'oublierai jamais, une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. Vous allez voir des choses que vous n'êtes peut-être pas prêt à voir. Êtes-vous sûr de vouloir aller de l'avant? J'ai pensé à mon fils, aux 19 années construites brique par brique, aux roses que Sandra cultivait chaque samedi, à cette confiance aveugle qui avait longtemps été ma plus grande force, et qui était devenue ma plus grande faiblesse. Et j'ai dit oui, que j'avais besoin de la vérité, peu importe à quel point elle ferait mal. Le coût initial du service était de 2500 € pour les 2 premières semaines de surveillance, avec la possibilité de le prolonger si l'enquête l'exigeait. Je n'ai pas hésité. J'ai pris l'argent sur un compte d'épargne personnel dont Sandra ignorait même l'existence, une petite réserve que j'avais accumulée au fil des ans sans but précis, et qui trouvait maintenant, ironiquement, son objectif le plus douloureux. Les jours suivants ont été étranges. J'ai dû apprendre à agir normalement devant Sandra, à continuer de plaisanter à table, à la prendre dans mes bras avant de dormir, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de vivre 2 vies parallèles, celle du mari que j'avais toujours été. Et celle de l'homme qui reconstituait silencieusement le puzzle de sa propre trahison. Aaron m'envoyait de brefs rapports tous les 2 ou 3 jours, sans trop de détails pour l'instant, juste des confirmations d'horaires et de lieux qui correspondaient à ce que Sandra m'avait dit. Pendant un instant, j'ai même commencé à penser que je m'étais peut-être trompé, que toute cette enquête se terminerait sans rien trouver de concret, et que je devrais vivre avec la culpabilité d'avoir douté de la femme avec qui j'avais construit toute ma vie d'adulte. Mais ensuite est arrivé le premier rapport qui a tout fait basculer. C'était un mercredi après-midi, lorsque j'ai reçu un message d'Aaron, me demandant de le rencontrer en personne, et non par téléphone. Quelque chose dans le ton sec de ce message m'a donné des frissons dans le dos. Je savais, avant même de le voir, que ce qu'il avait à me montrer n'allait pas être facile à digérer. Ce soir-là, en conduisant vers le lieu de rendez-vous, je me souviens avoir regardé l'horloge de la voiture, en pensant que, sans le savoir encore, j'étais sur le point de franchir une ligne qui séparerait ma vie entre un « avant » et un « après ». Aaron m'attendait dans le même coin discret que d'habitude, avec un fin dossier beige posé sur la table, comme s'il savait que son contenu pesait bien plus lourd que son épaisseur ne le laissait deviner. Il ne m'a pas salué avec sa formalité habituelle. Il m'a simplement regardé intensément, attendant que je m'assoie, puis il a poussé le dossier vers moi d'un geste lent, presque protecteur,
comme s'il voulait m'accorder une seconde de plus de cette vie que j'ignorais être sur le point de perdre. Avant que je ne l'ouvre, il a dit, « Je veux que vous sachiez que ce n'est que le début. Il y a pire, et ça ne va pas s'arranger. » J'ai ouvert le dossier avec des mains légèrement tremblantes. La première photographie montrait Sandra quittant son bureau un mardi à 17h40, montant dans une voiture que je ne connaissais pas, une berline gris foncé. Dans le rapport joint, Aaron avait noté la plaque d'immatriculation du véhicule, et en dessous, en lettres claires, le nom du propriétaire enregistré, Marcelo. J'ai senti l'air du café s'alourdir. Ce n'était pas une surprise totale. Une part de moi s'en doutait depuis la nuit du faux hôtel, mais voir le nom écrit là, dans un document officiel, avec une date et une heure, rendait la chose réelle, quelque chose qui ne pouvait plus être expliqué par une simple coïncidence. La deuxième photo provenait d'un restaurant, prise à travers la vitre depuis la rue. Sandra et Marcelo étaient assis l'un en face de l'autre, à une table isolée dans un coin mal éclairé. Leurs mains ne se touchaient pas sur cette image, mais la proximité de leur visage, la façon dont elles se penchaient en avant pour parler, racontait une histoire qu'aucun témoignage ne pourrait nier. C'était il y a 10 jours, a expliqué Aaron. Le même jour où elle vous a dit qu'elle restait tard pour la clôture de fin de mois. J'ai continué à tourner les pages. Chaque photographie était une étape de plus dans une descente aux enfers, un abîme que j'avais moi-même décidé de sonder. La troisième image montrait quelque chose qui m'a pris plusieurs secondes à assimiler. Sandra et Marcelo marchaient dans un parking, et lui, d'un geste décontracté mais intime, plaçait sa main au creux de ses reins, tout en la guidant vers la voiture. Ce n'était pas le geste d'un patron envers son employé. C'était le geste de quelqu'un qui connaît ce corps, qui a la confiance nécessaire pour le toucher sans demander la permission. Aaron m'a expliqué que, pendant la première semaine de surveillance, il avait réussi à établir un schéma clair. Les rencontres avaient lieu principalement les mardis et jeudis, toujours après 17h30, et se terminaient presque toujours à l'un de ces deux endroits, un restaurant spécifique en périphérie de la ville, loin de nos connaissances communes, ou directement dans un immeuble d'appartements qui, selon l'enquête, appartenait à une société liée à Marcelo. Il y a autre chose que vous devez voir, m'a-t-il dit. Et il a sorti une dernière photographie du dossier, celle qu'il avait délibérément gardée pour la fin. C'était une photo de Sandra entrant dans cet immeuble, un vendredi soir, avec une petite valise de week-end à la main. La même valise bleue que je lui avais offerte pour un voyage en famille, il y a 2 ans. Elle en était ressortie le dimanche après-midi, selon le rapport, avec la même valise. Et selon mes propres souvenirs, c'était la date exacte où elle m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur dans une autre ville. Elle n'avait visité aucune sœur. J'ai senti quelque chose en moi se briser en morceaux de plus en plus petits. Mais, étrangement, ce n'était pas un fracas de pure douleur. C'était quelque chose de plus complexe. Un mélange de profonde tristesse et d'une sorte de clarté glaciale, qui commençait à percer à travers la confusion. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais plus de doute. Je n'avais que des faits. J'ai demandé à Aaron de combien de temps il avait encore besoin pour obtenir quelque chose de définitif, d'irréfutable, quelque chose que même le meilleur avocat du monde ne pourrait contester. Il m'a répondu que nous avions déjà assez d'éléments pour établir un schéma d'infidélité prolongé, utile sur le plan légal. Mais si je voulais quelque chose de vraiment concluant, qui fermerait toute possibilité de déni, il nous fallait documenter une rencontre directe, au moment précis, sans laisser de place à l'interprétation. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée qui allait définir tout ce qui a suivi. Si Sandra et Marcelo avaient un schéma établi, un rituel répété régulièrement, tôt ou tard, il y aurait une prochaine fois. Et cette prochaine fois, je serai là. Pas caché derrière un détective, pas à travers des photographies prises de loin, mais physiquement présent, à l'endroit exact où tout se passerait. Aaron m'a prévenu qu'attendre le bon moment exigeait de la patience, que je ne pouvais pas précipiter les choses, et que la moindre erreur de timing pourrait les alerter, les rendant plus prudents et plus difficiles à suivre. Je lui ai demandé de continuer la surveillance discrète, tandis que moi, de mon côté, je commencerai à prêter attention aux habitudes de Sandra à la maison, à l'affût de signes annonciateurs de leur prochaine rencontre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À peine 4 jours plus tard, un mardi matin, Sandra a mentionné de manière désinvolte, pendant le petit déjeuner, qu'elle aurait une formation intensive sur la gestion des comptes internationaux ce soir-là. Elle a ajouté que cela se prolongerait probablement très tard, et qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle dorme dans un hôtel près du bureau, pour ne pas avoir à conduire en étant si fatiguée. Elle l'a dit avec un naturel déconcertant,
étalant du beurre sur sa tartine sans lever les yeux de son assiette. J'ai hoché la tête, lui disant que c'était une idée raisonnable pour des raisons de sécurité. À l'intérieur, chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une nouvelle réplique d'un scénario que j'avais déjà entendu, perfectionné avec le temps, répété avec la fluidité de quelqu'un qui a menti tant de fois qu'il n'a même plus besoin de réfléchir à ce qu'il dit. L'après-midi même, j'ai appelé Aaron pour lui confirmer que ce serait pour ce soir. Il m'a dit qu'il maintiendrait une surveillance constante dès le début de la soirée, et qu'il me préviendrait à l'instant exact où il confirmerait l'arrivée de Sandra à l'hôtel, accompagnée de Marcelo. Le reste de la journée m'a paru interminable. J'ai travaillé du mieux que j'ai pu, simulant la concentration lors de réunions dont je ne me souviens même plus clairement, pendant que mon esprit rejouait en boucle ce que je m'apprêtais à faire. Je n'avais pas l'intention de provoquer une confrontation violente. Je ne voulais ni cris, ni scène dramatique au milieu du hall d'un hôtel. Ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, c'était d'en être le témoin de mes propres yeux, de ressentir cette vérité directement, sans intermédiaire, sans ces photographies qui pouvaient paraître lointaines ou abstraites. À 19h30, j'ai reçu le message que j'attendais, confirmé. Ils viennent d'entrer ensemble. Même hôtel que sur les photos précédentes. J'ai senti tout mon corps se tendre, traversé par un étrange mélange d'adrénaline, de douleur, et d'une détermination froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai attrapé les clés de ma voiture. J'ai envoyé un bref message à Aaron, lui confirmant que je m'y rendais moi-même, et que j'avais juste besoin qu'il reste dans les parages, au cas où j'aurais besoin de soutien ou d'un témoin supplémentaire, pour documenter ce que j'allais observer. J'ai conduit dans un silence absolu. Pas de radio, pas de musique, juste le bruit de ma propre respiration, et le poids de 19 années de mariage qui s'accumulait à chaque kilomètre parcouru. En arrivant sur le parking de l'hôtel, j'ai immédiatement reconnu la voiture de Sandra, garée dans un coin isolé, loin de l'entrée principale, comme si quelqu'un avait délibérément choisi cet endroit pour passer inaperçu. J'ai coupé le moteur. Je suis resté assis là pendant plusieurs minutes, fixant l'entrée de l'hôtel, sentant comment chaque seconde qui passait me rapprochait de ce moment précis où j'allais enfin confirmer, de mes propres yeux, ce que mon cœur savait depuis des semaines. Et puis, je les ai vus. Je les ai vus traverser le hall, se tenant par la main. Ce n'était pas un geste anodin. Ce n'était pas le frôlement accidentel de deux collègues marchant de manière distraite. C'était un geste intime, complice, le genre de geste qui n'existe qu'entre des personnes qui n'ont plus besoin de faire semblant, convaincues que personne ne les regarde. Marcelo lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et Sandra a ri. Ce rire que je connaissais si bien. Ce même rire qui, pendant des années, n'avait appartenu qu'à moi, et qui était maintenant partagé avec un autre homme, en toute naturalité. Je me suis figé dans la voiture, les regardant s'approcher de l'ascenseur, tandis qu'il appuyait sur le bouton, tout en gardant sa main au creux de ses reins, pendant que les portes se refermaient derrière eux, comme s'ils étaient un couple ordinaire rentrant chez eux, après un agréable dîner. À cet instant, quelque chose en moi a pris une décision, sans même que j'aie besoin d'y réfléchir consciemment. Je ne suis pas sorti de la voiture tout de suite. Je n'ai pas couru vers le hall pour hurler, exiger des explications, ou faire la scène qu'on aurait pu attendre d'un mari trahi. Au lieu de cela, j'ai complètement étouffé toute impulsion émotionnelle, et j'ai laissé une part de moi plus froide, plus calculatrice, prendre le contrôle. J'ai attendu 15 minutes. J'ai envoyé un message à Aaron, confirmant que j'avais tout vu de mes propres yeux, et je lui ai demandé de rester à proximité dans le parking, au cas où j'aurais besoin d'assistance plus tard. Ensuite, je suis sorti de la voiture, je suis entré dans l'hôtel d'un pas calme, et je me suis assis dans l'un des fauteuils de la réception, à l'endroit même où j'allais finir par attendre jusqu'à l'aube. Le réceptionniste de service m'a regardé à quelques reprises pendant les premières heures, se demandant probablement ce qu'un homme faisait assis seul si longtemps, sans bagage, et sans aucune intention apparente de s'enregistrer. Vers 23 heures, je me suis approché du comptoir et, le plus naturellement du monde, je lui ai montré ma carte d'identité. Je lui ai demandé s'il pouvait confirmer le numéro de chambre de ma femme, expliquant qu'il s'agissait d'une urgence familiale concernant notre fils. Le jeune homme, après une brève hésitation, a vérifié le système. Sans me donner le numéro exact, protocole oblige, il m'a confirmé qu'il y avait bien une cliente enregistrée sous le nom de Sandra, ayant procédé au check-in ce soir-là, à 19h41. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin du numéro de la chambre. J'avais besoin de la confirmation officielle, avec l'heure exacte enregistrée dans le système de l'hôtel, que ma femme séjournait là cette nuit-là,
dans des circonstances qui n'avaient absolument rien à voir avec une formation professionnelle. Je suis retourné à ma place, et la plus longue attente de toute ma vie a commencé. Pendant ces heures, mon esprit a traversé presque toutes les émotions possibles. Au début, ce fut de la douleur pure, une douleur physique que je ressentais littéralement dans la poitrine, comme si quelqu'un pressait mes poumons jusqu'à m'en couper le souffle. Je me suis souvenu de notre mariage. Je me suis souvenu de la naissance de notre fils. Je me suis souvenu de chaque anniversaire célébré, de chaque voyage partagé, de chaque nuit où elle s'était endormie sur mon épaule pendant que nous regardions un film. 19 années ne s'effacent pas si facilement. Et, assis dans ce fauteuil, je les ai passées en revue, presque toutes, une par une, comme quelqu'un qui feuillette un album photo qu'il sait être sur le point de refermer pour toujours. Puis est venue la colère, une colère silencieuse, sans éclat de voix, mais si profonde qu'elle me faisait serrer les poings sur mes propres cuisses, en regardant les couples heureux entrer et sortir de l'hôtel, totalement inconscient de ce que je traversais. J'ai pensé à Marcelo, au dîner qu'il avait partagé sous mon propre toit, au toast porté lors de notre anniversaire, à l'hypocrisie avec laquelle il m'avait souri pendant des mois, tout en détruisant ma vie dans mon dos. Mais vers 3 heures du matin, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un changement brutal, mais plutôt un processus lent, presque imperceptible, comme l'eau bouillante qui finit par se calmer pour devenir quelque chose de différent. La colère et la douleur ont commencé à se transformer en une arme plus utile, plus tranchante. J'ai commencé à réfléchir avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Je ne me demandais plus « pourquoi m'a-t-elle fait ça ?», mais plutôt « que vais-je faire maintenant ?» Je me suis rappelé les mots de Bernardo « tu dois tout avoir en main », avant de dire un seul mot. Et j'ai compris, assis dans cette réception, sous les lumières tamisées du hall, bercé par le bruit lointain du trafic nocturne filtrant à travers les portes automatiques, que cette nuit-là, je n'allais pas seulement confirmer une trahison. Cette nuit-là allait marquer le début de quelque chose de complètement différent en moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit à Bernardo. Même si je savais qu'il dormait probablement, je lui ai brièvement raconté ce dont j'avais été témoin. Je lui ai demandé de lancer les premières démarches légales dès le lever du jour. À ma grande surprise, Bernardo a répondu immédiatement. Il était tard, mais quelque chose dans mon message avait dû l'alerter sur la gravité du moment. Il a écrit « On se voit demain matin. Apporte tous les documents que tu as. Et Eliseo, n'agis pas de manière impulsive ce soir. Laisse-la reprendre sa routine normale demain. Cela te donne un avantage. » Cette phrase, « Cela te donne un avantage », a été ce qui a définitivement consolidé le changement qui s'opérait en moi. Pour la première fois dans toute cette histoire, j'ai cessé de me sentir comme la victime passive d'une situation qui m'échappait. J'ai commencé à me sentir, bien qu'encore blessé, comme quelqu'un qui reprenait le contrôle de ce qui allait suivre. À 6 heures du matin, exactement comme je vous l'ai raconté au début de cette histoire, mon téléphone a vibré avec le message de Sandra. J'ai travaillé toute la nuit. C'était épuisant. J'ai lu ces mots avec un calme qui m'a surpris moi-même. Je n'ai pas ressenti le besoin de lui hurler dessus à travers l'écran, ni de lui écrire un message désespéré ou blessant. Au lieu de cela, j'ai laissé passer ces 3 minutes dont je vous ai déjà parlé, organisant mentalement ce que je voulais dire. Et puis, j'ai écrit la phrase qui allait tout changer, descends. Je t'attends pour signer les papiers du divorce. Quand elle est descendue, quand elle a franchi ses portes à tambour et qu'elle m'a vu assis là, avec cette enveloppe Kraft sur les genoux, j'ai pu lire sur son visage l'instant exact où tout son monde s'est reconfiguré. D'abord, il y a eu une confusion sincère, comme si son cerveau n'arrivait pas à traiter ce qu'il voyait. Ensuite, lorsque la confusion s'est muée en une réelle compréhension, j'ai vu la peur apparaître dans ses yeux. Cette peur brutale de celui qui sait qu'il a été démasqué, sans aucune possibilité de nier l'évidence. Elle s'est approchée lentement, les jambes visiblement tremblantes, et a essayé de parler, de bricoler une explication improvisée. « Eliseo, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer, mais... » J'ai levé la main, stoppant ces mots avant qu'elle ne puisse continuer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant elle. Je lui ai simplement dit, d'une voix que je ne reconnaissais même pas comme étant la mienne, une voix froide, ferme, sans aucune trace du désespoir que j'avais ressenti quelques heures plus tôt. Je n'ai pas besoin que tu expliques quoi que ce soit. J'ai déjà tout vu. J'ai passé toute la nuit assis ici, à regarder exactement ce que tu faisais, pendant que tu m'écrivais que tu travaillais. Sandra est restée totalement pétrifiée, la bouche entr'ouverte,
sans voix pour la première fois depuis très longtemps. Derrière elle, à quelques mètres, j'ai vu Marcelo sortir de l'ascenseur, réajustant sa cravate, n'ayant pas encore remarqué la scène qui se déroulait dans le hall. Quand il nous a enfin vus tous les deux, son expression a changé du tout au tout, passant d'une tranquillité arrogante à une nervosité évidente, qu'il a tenté de masquer en ajustant le col de sa chemise. Je me suis levé lentement, sans me presser, et j'ai glissé l'enveloppe Kraft sous mon bras. J'ai regardé Sandra droit dans les yeux, puis brièvement Marcelo, qui a évité mon regard. Et j'ai prononcé la phrase qui allait refermer ce chapitre de ma vie pour toujours, ce n'est que le début, et aucun de vous n'est préparé à ce qui arrive. J'ai quitté l'hôtel sans me retourner, laissant Sandra plantée au milieu du hall, complètement brisée, et Marcelo tentant vainement de sauver une situation qui n'avait déjà plus de solution. Je suis monté dans ma voiture, où Aaron patientait discrètement de l'autre côté du parking. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'enfin, après tant de temps passé dans l'incertitude, je savais exactement sur quel terrain je me trouvais. À partir de ce moment, j'ai su que l'homme blessé et confus, qui était entré dans cet hôtel quelques heures plus tôt, n'existait plus. À sa place, il y avait un homme déterminé à reprendre, morceau par morceau, le contrôle de sa propre vie. Les jours qui ont suivi ce matin à l'hôtel ont été, paradoxalement, les plus calmes que j'avais vécus depuis des mois. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus à porter le fardeau de l'incertitude. Je connaissais la vérité. Et maintenant, au lieu de gaspiller mon énergie à soupçonner, je pouvais l'investir dans quelque chose de bien plus productif, me préparer. Sandra a essayé de me parler l'après-midi même, après que nous soyons rentrés séparément dans la maison que nous avions partagée pendant tant d'années. Je l'ai trouvée assise dans le salon, les yeux gonflés d'avoir pleuré, attendant que je franchisse la porte. Elle s'est levée immédiatement en me voyant entrer, et a commencé à parler précipitamment, mélangeant excuses et justifications qui n'avaient même pas de sens. « Éliseo, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ça a dérapé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'était une erreur. Un moment de faiblesse qui a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je l'ai laissé parler pendant plusieurs minutes sans l'interrompre, non pas parce que ses justifications m'intéressaient, mais parce que j'avais besoin de l'observer, pour comprendre exactement à quel genre de personne j'avais affaire maintenant que le masque était tombé. J'ai remarqué qu'à aucun moment elle n'a exprimé de véritable remords pour le mal causé. Ces mots visaient surtout à minimiser la situation, à la faire paraître moins grave qu'elle ne l'était réellement, et à me convaincre qu'il s'agissait d'un écart de conduite isolé, et non d'un stratagème maintenu pendant des mois. Une chose que moi, grâce à l'enquête des Aaron, je savais être totalement fausse. Quand elle s'est enfin arrêtée, attendant une réaction de ma part, j'ai dit calmement, « Sandra, je sais exactement depuis combien de temps ça dure. Je connais les restaurants, je connais l'immeuble d'appartement. Je connais la valise bleue que tu as utilisée le week-end où tu m'as dit que tu rendais visite à ta sœur. Ne m'insulte pas en essayant de me faire croire que c'était un moment isolé. » J'ai vu son visage perdre toutes ses couleurs. Elle a compris, à cet instant, que je n'agissais pas sur la base de soupçons, mais d'une connaissance certaine des faits. Elle a essayé de répondre, mais les mots ne voulaient tout simplement pas sortir. Et là, au lieu de prolonger la conversation, j'ai fait quelque chose qui l'a déconcerté encore plus, j'ai tourné les talons et je suis monté dans la chambre d'amis, où j'allais dormir à partir de ce soir-là, la laissant seule dans le salon. Pas de confrontation dramatique à laquelle elle s'attendait probablement, pas de cris, pas de porte claquée. Juste le silence. Ce silence, j'allais le découvrir dans les jours suivants, était la stratégie parfaite. Sandra, habituée à gérer les situations par des explications élaborées et une subtile manipulation émotionnelle, ne savait pas comment réagir face à un homme qui ne répondait plus à ses tentatives de dialogue. À chaque fois qu'elle essayait de m'approcher pour parler, je répondais par des phrases courtes et neutres, ne laissant aucune ouverture à la négociation émotionnelle, « Nous en parlerons quand je serai prêt. J'ai besoin de temps. Ça ne se réglera pas avec des mots. » Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, ma vie avait adopté un rythme radicalement différent. J'ai rencontré Bernardo à peine 2 jours après l'incident de l'hôtel, apportant avec moi tous les documents que Aaron avait rassemblés, les photographies, les rapports de localisation, les relevés de dépenses. Et la confirmation officielle de l'hôtel indiquant l'heure d'arrivée de Sandra cette nuit-là. Bernardo a examiné chaque document avec une attention extrême, prenant des notes, classant tout dans des catégories juridiques précises.
Il m'a expliqué qu'étant donné le schéma documenté de l'infidélité prolongée, et compte tenu des lois de notre État concernant les biens matrimoniaux, nous avions une position de force pour entamer un divorce qui protégerait considérablement mes intérêts. La première chose que nous allons faire, a-t-il dit, c'est sécuriser tes avoirs, avant qu'elle n'ait la possibilité de les déplacer ou de les cacher. Avez-vous des comptes joints? Je lui ai expliqué que oui. Nous avions un compte d'épargne commun, avec un solde d'environ 45 000 €, en plus d'un compte d'investissement ouvert il y a plusieurs années, évalué actuellement à environ 78 000 €. Nous avions également la maison, entièrement payée, avec une valeur estimée à 310 000 € sur le marché, et 2 véhicules à nos noms. Bernardo m'a recommandé, sans perdre de temps, d'ouvrir un compte personnel exclusivement à mon nom, et de transférer légalement la moitié des fonds liquides qui me revenaient. Il m'a conseillé de conserver un registre clair et transparent de chaque mouvement, afin d'éviter toute accusation ultérieure de mauvaise gestion. Il m'a prévenu de faire vite, mais dans la plus stricte légalité, en documentant chaque étape, car la moindre irrégularité pourrait se retourner contre moi lors de la procédure. Cette même semaine, en suivant ces instructions, j'ai ouvert un nouveau compte et j'y ai transféré 22 500 € depuis le compte d'épargne commun, laissant le reste à disposition. J'ai sauvegardé chaque reçu de transfert dans un dossier numérique que Bernardo conservait également en copie. J'ai aussi commencé à rassembler les documents importants, l'acte de propriété de la maison, les titres des véhicules, les relevés bancaires des 2 dernières années, et des copies de mes propres revenus. Pour démontrer clairement ma contribution financière au mariage pendant près de 2 décennies. Ce qui m'a le plus surpris dans tout ce processus, c'est à quel point il était différent d'agir avec stratégie plutôt qu'avec douleur. Chaque document que je triais, chaque appel que je passais avec Bernardo, chaque démarche légale que j'entreprenais, me rendait un sentiment de contrôle que j'avais totalement perdu durant ces mois de suspicion et d'incertitude. Je n'étais plus l'homme qui attendait anxieusement un signe, une explication, un indice. J'étais désormais l'homme qui savait exactement où il allait. À la maison, pendant ce temps, Sandra commençait à remarquer mon changement de comportement. Paradoxalement, cela semblait générer chez elle bien plus d'angoisse qu'une confrontation directe ne l'aurait fait. Elle me voyait partir tôt le matin, un dossier sous le bras, rentrer tard sans donner de détails, recevoir des appels auxquels je répondais en m'éloignant pour parler en privé. Elle a tenté, à plusieurs reprises, de me soutirer des informations sur ce que je préparais, mais je lui répondais toujours avec la même froideur calculée, tu le sauras le moment venu. Bernardo m'avait aussi suggéré une chose qui, au début, me semblait difficile à exécuter, mais dont j'ai vite compris la nécessité, maintenir une apparence de normalité face à Sandra, et surtout dans le cadre professionnel. Étant donné que Marcelo était toujours mon supérieur direct dans l'entreprise. Tu ne peux pas encore abattre tes cartes, m'avait-il expliqué. Si Marcelo soupçonne que tu montes un dossier juridique, et que tu enquêtes aussi sur de possibles irrégularités professionnelles de sa part, il pourrait commencer à brouiller les pistes. Il pourrait même essayer de te nuire professionnellement, avant que tu n'aies tout préparé. Cet avertissement m'a conduit à une réflexion que je n'avais pas totalement envisagée jusqu'alors, la possibilité que la trahison de Marcelo ne se limite pas à la sphère privée. J'ai demandé à Aaron d'élargir discrètement son enquête, en se concentrant cette fois sur le comportement de Marcelo au sein de l'entreprise, et plus particulièrement sur d'éventuels abus d'autorité, que ce soit envers moi directement, ou envers d'autres employés sous sa supervision. Ce que Aaron a découvert au cours des 2 semaines suivantes s'est avéré bien plus révélateur que ce à quoi je m'attendais. Marcelo, profitant de sa position hiérarchique, utilisait les ressources de l'entreprise, y compris les frais de représentation et les indemnités de déplacement pour financer une partie de ses rencontres avec Sandra, enregistrant ses sorties comme de fausses réunions d'affaires. De plus, nous avons découvert que ce n'était pas la première fois que Marcelo était impliqué dans une situation similaire avec une employée quelques années auparavant, un épisode que l'entreprise avait géré en interne, sans conséquences formelles. Probablement grâce à l'influence et aux relations qu'il entretenait au sein de l'organisation. Ces informations ont totalement modifié la portée de ma stratégie. Il ne s'agissait plus seulement d'un divorce juste et bien documenté. J'avais désormais entre les mains la possibilité d'exposer un schéma de comportement qui pourrait coûter à Marcelo non seulement sa réputation, mais aussi son poste au sein de l'entreprise, surtout si je parvenais à présenter des preuves solides d'utilisation abusive des fonds de la société. Bernardo m'a conseillé la plus grande prudence à ce stade. Ce n'est plus seulement personnel, Eliseo. Si tu décides d'utiliser ces informations, tu devras agir avec une précision chirurgicale. Une seule erreur, et tout pourrait se retourner contre toi. J'ai hoché la tête,
comprenant parfaitement la gravité des éléments que je détenais. La nuit, pendant que Sandra dormait dans la chambre principale, inconsciente de l'ampleur de ce qui se construisait silencieusement autour d'elle, je m'asseyais dans le salon avec mon ordinateur. Je révisais des documents, j'organisais des dates, reliant chaque pièce du puzzle avec une patience que je ne m'imaginais pas posséder. Je commençais à comprendre que la vraie force ne résidait pas dans les cris ou la confrontation immédiate. Elle résidait dans la capacité à attendre le moment parfait, avec tout méticuleusement préparé, de sorte que lorsque je passerais enfin à l'action, il ne resterait aucune place à Sandra ou à Marcelo pour se défendre, ni pour minimiser ce qui s'était passé. Il faudrait encore des semaines avant que tout n'explose complètement. Mais, pour la première fois depuis cette nuit à la réception de l'hôtel, je sentais que le contrôle ou ce contrôle que j'avais si tragiquement perdu pendant des mois de doutes et de douleurs silencieuses était enfin revenu, pleinement, entre mes mains. Les semaines qui ont suivi sont devenues un exercice de comédie permanent, une sorte de théâtre silencieux où chacun de nous, Sandra et moi, jouait un rôle devant l'autre, sans jamais vraiment révéler ce que nous savions ou ce que nous préparions. Elle continuait d'essayer de restaurer un semblant de normalité, préparant le petit déjeuner comme d'habitude, me posant des questions sur ma journée avec une inquiétude qui ne me semblait plus sincère. C'était plutôt une stratégie pour évaluer ce que je savais réellement, et à quel point j'étais proche de prendre une décision finale. Moi, de mon côté, j'avais perfectionné ma propre performance. Je répondais à ces questions par des phrases courtes mais polies. Je maintenais des conversations triviales sur des questions domestiques, et j'ai même, à 2 reprises, dîné avec elle à cette même table où nous avions partagé notre vie pendant des années, simulant un calme qui n'était, à l'intérieur, que de la pure stratégie calculée. Non pas parce que j'avais pardonné quoi que ce soit, mais parce que chaque jour où je maintenais cette façade de normalité me donnait du temps supplémentaire pour finir de rassembler ce dont j'avais besoin avant d'agir. Bernardo avait été très clair lors d'une de nos réunions, plus tu maintiens cette façade sans éveiller les soupçons, plus tu auras l'avantage le moment venu. Sandra et Marcelo doivent croire qu'ils ont du temps. Qu'ils gèrent la situation avec succès. Ce faux sentiment de sécurité est ta meilleure arme. Et cela a fonctionné exactement de cette manière. Au fil des jours, j'ai remarqué que Sandra commençait à se détendre légèrement. Elle interprétait mon silence et mon comportement contrôlé comme le signe que, peut-être, avec le temps, je finirais par accepter la situation, ou du moins par opter pour une séparation à l'amiable, sans grandes conséquences. Elle est même allée jusqu'à suggérer, lors d'une conversation empreinte d'un cynisme que j'ai encore du mal à digérer, que nous pourrions peut-être travailler à reconstruire la confiance petit à petit, comme si ce qu'elle avait fait n'était qu'une erreur mineure. Réparable avec du temps et de la patience de ma part. Pendant ce temps, au bureau, la situation avec Marcelo devenait de plus en plus difficile à gérer. Je devais m'asseoir à des réunions qu'il présidait, écouter ses instructions, recevoir mon évaluation trimestrielle, tout en sachant exactement ce qu'il faisait dans mon dos depuis des mois. Le plus dur n'était pas la colère que je ressentais envers lui, mais la nécessité de conserver une expression neutre et professionnelle, comme si rien n'avait changé dans notre relation de travail. Lors d'une de ces réunions, Marcelo a même mentionné, avec un ton désinvolte qui m'a semblé être presque une provocation, qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles mon mariage traversait des difficultés. Il m'a demandé si tout allait bien, si j'avais besoin de soutien ou d'une certaine flexibilité dans mes horaires. J'ai ressenti une fureur si intense à ce moment-là que j'ai dû serrer les poings sous la table pour garder mon calme. Je lui ai simplement répondu que tout était sous contrôle, que j'appréciais son inquiétude, et j'ai rapidement changé de sujet, évitant toute indication que je connaissais déjà toute la vérité. Ce soir-là, en quittant le bureau, j'ai appelé Aaron pour lui demander s'il avait progressé sur l'enquête concernant les notes de frais professionnels de Marcelo. Il m'a confirmé que oui, il avait réussi à obtenir des copies de plusieurs notes de frais où Marcelo avait fait passer des dîners, des nuits d'hôtel, et même un week-end complet dans un hôtel boutique en dehors de la ville, pour des réunions stratégiques avec des clients potentiels. En croisant les dates et les lieux, cela correspondait exactement à ses rencontres avec Sandra. Le montant total des dépenses injustifiées que Aaron avait réussi à documenter s'élevait à environ 14 800 € sur une période de 8 mois, toutes facturées directement sur le compte de frais de représentation de l'entreprise. Sans aucune preuve réelle des prétendues réunions d'affaires indiquées sur ces reçus. Avec ces informations en main, Bernardo m'a expliqué que 2 voies s'offraient à nous. La première, plus discrète, consistait à utiliser ces preuves exclusivement comme moyen de pression lors de la procédure de divorce, pour contraindre Sandra à accepter un accord plus favorable sans avoir besoin d'un long procès. La seconde voie, plus risquée mais potentiellement plus définitive,
consistait à présenter directement les preuves au département des ressources humaines et au conseil d'administration de l'entreprise. Cela exposerait Marcelo non seulement comme un homme ayant trahi la confiance d'un collègue, mais aussi comme quelqu'un ayant abusé de sa position, en utilisant les ressources de l'entreprise pour financer une liaison extra-conjugale avec une subordonnée indirecte. J'ai demandé du temps pour y réfléchir. Je ne voulais pas prendre de décision hâtive qui pourrait compliquer la procédure légale de divorce, que je considérais à ce stade comme ma priorité principale. Cependant, quelque chose en moi, cette part froide et stratégique qui s'était éveillée la nuit dans le hall de l'hôtel, commençait à pencher de plus en plus vers la seconde option. Durant cette période, j'ai également commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de Sandra, suggérant que, de son côté, elle tramait aussi quelque chose. Je l'ai surprise à plusieurs reprises en train de parler au téléphone à voix basse, enfermée dans la salle de bain, la porte verrouillée, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Un jour, pendant qu'elle était au travail, je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier son ordinateur portable qu'elle avait laissé ouvert sur la table de la salle à manger. Et j'ai découvert dans son historique de recherche récent des requêtes sur les droits de l'épouse et le divorce pour infidélité, sur la façon de protéger ses biens pendant une séparation, et, ce qui m'a le plus troublé, des recherches sur des avocats spécialisés dans les divorces complexes dans notre ville. J'ai compris à cet instant que Sandra ne se contentait plus d'attendre passivement mon prochain coup. Elle se préparait aussi, anticipant probablement que j'allais engager des poursuites, et cherchant un moyen de minimiser les conséquences économiques et légales auxquelles elle pourrait faire face. Cette information, loin de me faire paniquer, a renforcé ma détermination à agir avec la plus grande précision. J'ai raconté à Bernardo ce que j'avais découvert, et lui, sans être trop surpris, m'a expliqué que c'était un comportement attendu dans ce genre de situation. C'est normal qu'elle cherche aussi à se protéger, a-t-il dit. C'est pourquoi il est crucial que nous agissions avant qu'elle n'ait le temps de déplacer des actifs ou de bâtir une défense solide. Nous devons déposer officiellement la demande de divorce, avec toutes les preuves à l'appui, le plus rapidement possible. Nous avons alors accéléré les derniers préparatifs. Bernardo a rédigé le dossier complet pour lancer la procédure de divorce, incluant une demande de séparation des biens basée sur le schéma d'infidélité avéré, étayé par les rapports d'Aaron, les photos, les registres de l'hôtel et les mouvements financiers suspects que nous avions réussi à retracer. Parallèlement, j'ai décidé, après mûre réflexion, que les preuves des détournements de fonds de Marcelo seraient utilisées, mais pas immédiatement. Je voulais que les deux coups, le coup légal contre Sandra et le coup professionnel contre Marcelo, frappent de manière coordonnée. Cela maximiserait l'impact, et éliminerait toute possibilité que l'un d'eux ait le temps de réagir ou de protéger l'autre, avant que les conséquences ne s'abattent sur eux deux, en même temps. Pendant ce temps, à la maison, la tension devenait de plus en plus palpable. Bien que silencieuse, Sandra commençait à montrer des signes d'anxiété grandissante, sentant probablement que mon calme apparent cachait quelque chose de bien plus grave qu'elle ne l'imaginait. À plusieurs reprises, elle a tenté de provoquer une conversation plus profonde, me demandant directement si j'avais déjà décidé de demander le divorce, si je consultais un avocat, ou si j'avais l'intention de garder la maison. Je lui répondais toujours par la même phrase calculée, tout sera réglé en temps voulu. Une réponse qui, loin de la rassurer, semblait accroître son malaise jour après jour. Un soir, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, involontairement, une conversation téléphonique de Sandra depuis la chambre principale, la porte entr'ouverte. Elle parlait probablement à une amie proche. Je l'ai entendu dire, la voix brisée, je ne sais pas ce qu'il pense. Il est trop calme. Et ça me fait plus peur que s'il hurlait ou pleurait. J'ai l'impression qu'il prépare quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Cette phrase, surprise par hasard, m'a confirmé exactement ce que je devais savoir. Ma stratégie fonctionnait. Le silence, le calme calculé, l'absence de confrontation directe, tout cela créait chez Sandra une incertitude bien plus profonde que ne l'aurait fait n'importe quelle dispute explosive. Elle, qui avait l'habitude de gérer les situations par la manipulation émotionnelle et le contrôle du récit, ne savait plus comment faire face à un homme qui avait tout simplement arrêté de jouer à son jeu. Il ne faudrait plus longtemps avant que tout le plan ne soit prêt. Bernardo m'a confirmé que les documents juridiques seraient finalisés dans quelques jours, et il a terminé de compiler le rapport complet sur les dépenses frauduleuses de Marcelo, prêt à être présenté au conseil d'administration dès que je le déciderai. Assis dans mon bureau ce soir-là, passant en revue pour la dernière fois chaque document, chaque photo, chaque reçu financier, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de détermination. De la tristesse pour tout ce qui était sur le point de se terminer définitivement,
pour ces 19 années qui allaient officiellement appartenir au passé. Mais aussi une détermination froide et claire, la certitude qu'après des mois d'incertitude, de douleur, et de silence stratégique, j'étais enfin sur le point de reprendre totalement le contrôle de ma propre vie. Et j'ai su, à cet instant, que le moment de passer à l'action était arrivé. Le jour que j'ai choisi pour agir était un jeudi. Délibérément choisi parce que je savais que c'était l'un des jours où Sandra et Marcelo se voyaient le plus souvent, et parce que cela coïncidait aussi avec la réunion mensuelle du conseil d'administration de l'entreprise. Le cadre parfait pour présenter les preuves que Aaron avait rassemblées contre Marcelo. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt, bien avant que le réveil ne sonne, avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai revu mentalement chaque étape du plan en m'habillant. D'abord, le rendez-vous avec Bernardo pour formaliser le dépôt de la demande de divorce. Ensuite, la remise du dossier professionnel aux ressources humaines. Et enfin, si tout s'alignait comme je l'espérais, la confrontation définitive avec Sandra, cette fois-ci, carte sur table. Sandra a remarqué quelque chose de différent dans mon attitude ce matin-là, même si elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Pendant que je finissais de nouer ma cravate devant le miroir, elle m'a demandé si tout allait bien, si j'avais mal dormi. Je lui ai répondu, avec un calme absolu, que tout allait parfaitement bien désormais, et j'ai quitté la maison sans lui donner plus d'explications, la laissant avec la même angoisse qu'il habitait depuis quelques semaines. Je suis arrivé au cabinet de Bernardo à 8 heures du matin. Nous avons passé en revue, ensemble et pour la dernière fois, chaque document de la demande de divorce, la requête officielle, les annexes contenant les photos et les rapports des Aaron, les relevés bancaires prouvant le schéma de dépenses suspectes, et la demande de partage des biens. Cette dernière, grâce aux preuves d'infidélité prolongée, nous plaçait dans une position considérablement plus favorable qu'un divorce conventionnel sans preuve. C'est prêt, a confirmé Bernardo. Dès que tu me donnes le feu vert, je dépose officiellement la demande au tribunal, et en parallèle, nous pouvons coordonner la remise du rapport sur Marcelo, si tu décides d'aller de l'avant avec ça aussi. J'ai confirmé que oui, je voulais agir sur les deux fronts le même jour. Bernardo a hoché la tête et a procédé au dépôt de la demande de divorce dans la matinée, une procédure qui, comme il me l'a expliqué, générerait une notification officielle envoyée à Sandra dans les 24 à 48 heures suivantes. De là, je suis allé directement à mon bureau, avec une copie imprimée du rapport complet que Aaron avait préparé sur les dépenses frauduleuses de Marcelo. J'ai demandé une réunion urgente avec la directrice des ressources humaines, une femme nommée Norma, avec qui j'avais travaillé sur divers projets au fil des ans. Je la considérais comme une personne sérieuse et professionnelle, quelqu'un qui traiterait l'information avec la discrétion et la rigueur nécessaires. Norma m'a reçu immédiatement, remarquant l'urgence de ma demande. J'ai expliqué la situation aussi objectivement que possible, évitant d'entrer dans des détails trop personnels sur l'infidélité en elle-même, pour me concentrer principalement sur l'aspect professionnel, le détournement des fonds de représentation, les fausses notes de frais. Et le schéma de comportement répété qui, selon ma propre enquête, s'était déjà produit avec une autre employée sans qu'il n'y ait eu de conséquences officielles. Je lui ai remis le rapport complet, avec chaque reçu, chaque date, et chaque montant dûment documenté. Norma a parcouru les premiers documents avec une expression qui est rapidement passée de la surprise au plus grand sérieux. Elle m'a assuré que l'entreprise traiterait l'affaire en priorité absolue, qu'une enquête interne officielle serait lancée immédiatement, et que Marcelo serait suspendu de ses fonctions à titre provisoire, le temps que la situation soit éclaircie. Je suis sorti de cette réunion avec un sentiment étrange, un mélange de soulagement et de lourdeur. J'avais conscience que j'étais sur le point de déclencher une série de conséquences qui allaient changer radicalement la vie de plusieurs personnes, y compris la mienne. L'après-midi, alors que je retournais à mon propre bureau, j'ai reçu un appel de Bernardo. Il me confirmait que la demande de divorce était désormais officiellement déposée, et que la notification parviendrait à Sandra le lendemain, via la procédure légale standard. Cependant, j'ai décidé de ne pas attendre cette notification officielle pour lui parler. Je voulais qu'elle entende la vérité de ma propre bouche. Pas à travers un document juridique froid, livré par un coursier. Je suis rentré à la maison ce soir-là avec une détermination absolue. J'ai trouvé Sandra dans la cuisine, préparant le dîner comme n'importe quel autre jour, ignorant encore que tout son monde était sur le point de s'effondrer. Je me suis assis à la table de la salle à manger, et je lui ai demandé de venir me parler, d'un ton qui, pour la première fois depuis des semaines, ne dissimulait plus la gravité de la situation. Elle s'est assise en face de moi, visiblement nerveuse, pressentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire.
Je lui ai dit de but en blanc que j'avais demandé le divorce le matin même, et que la notification officielle arriverait dans les prochaines heures. J'ai vu son visage se transformer, passant par le déni, le choc, puis finalement, par un véritable désespoir qu'elle n'avait pas montré jusqu'à présent. Éliseo, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Nous pouvons parler. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. Nous pouvons. Je l'ai interrompu calmement, Sandra, il ne s'agit plus de savoir si nous pouvons arranger les choses. Il s'agit du fait que j'ai déjà décidé que je ne veux pas les arranger. Tu as eu des mois pour être honnête avec moi, et au lieu de cela, tu as choisi de me mentir tous les jours. Tout en construisant une vie parallèle avec mon propre patron. J'ai délibérément mentionné que j'avais également soumis un rapport officiel à l'entreprise concernant les notes de frais injustifiées de Marcelo. J'ai vu la couleur fuir complètement de son visage lorsqu'elle a entendu cette information. Elle a compris, à cet instant, que les conséquences de ces actes ne se limiteraient pas seulement à notre mariage, mais qu'elles affecteraient aussi directement le poste et la réputation de Marcelo au sein de l'entreprise. « Qu'est-ce que tu as fait ?» m'a-t-elle demandé, la voix mêlée d'incrédulité et d'une véritable panique. « J'ai fait ce que j'aurais dû faire dès l'instant où j'ai découvert la vérité, ai-je répondu. J'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires, de manière légale et documentée, et j'ai agi en conséquence. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas agi de manière impulsive. J'ai simplement attendu le bon moment. Pour qu'aucun de vous ne puisse nier ou minimiser ce que vous avez fait. » Sandra a fondu en larmes. Des larmes qui, cette fois, n'ont pas réussi à m'émouvoir de la même manière qu'elles l'auraient fait des mois auparavant. J'ai compris que ces larmes, à ce moment précis, n'étaient pas nécessairement dues à la douleur de perdre notre mariage, mais plutôt à la peur viscérale des conséquences pratiques qu'elle s'apprêtait à affronter, la perte de sa stabilité financière, l'exposition publique de son infidélité. Et l'impact possible sur son propre poste, si l'enquête interne de l'entreprise finissait par la lier directement au scandale de Marcelo. Le soir même, j'ai reçu un appel inattendu de Marcelo. Il avait été informé par les ressources humaines de sa suspension temporaire et de l'enquête en cours. Il avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à obtenir mon numéro personnel, probablement par le biais d'un contact au sein de l'entreprise. Son ton, complètement différent de l'arrogance tranquille dont il faisait preuve au bureau, semblait maintenant désespéré, presque suppliant. « Éliseo, il faut qu'on parle. Cela pourrait ruiner ma carrière. J'ai une famille, j'ai des enfants. Je t'en prie, nous pouvons régler ça autrement. » Je l'ai écouté en silence pendant quelques secondes, puis je lui ai répondu avec une froideur que je ne m'attendais même pas à ressentir avec autant de clarté, « Tu aurais dû penser à ta famille, avant de te mettre au lit avec la mienne. Je n'ai pas ruiné ta carrière. Marcelo. Tu l'as ruiné toi-même, à chaque fois que tu as décidé d'utiliser l'argent de l'entreprise pour financer tes rendez-vous avec ma femme. » Et j'ai raccroché, sans lui laisser la chance de répondre. Les jours suivants se sont déroulés exactement comme Bernardo l'avait prévu. L'enquête interne de l'entreprise a progressé rapidement, confirmant chacune des conclusions du rapport que j'avais soumis. Marcelo a été officiellement licencié 2 semaines plus tard, avec une sortie peu glorieuse. Selon les rumeurs qui circulaient discrètement au bureau, cela incluait également la perte de ses avantages cumulés et des bonus auxquels il aurait normalement eu droit. Sandra, de son côté, a dû faire face à une procédure de divorce considérablement plus compliquée que ce qu'elle avait probablement imaginé. Les preuves documentées du schéma d'infidélité, combinées aux mouvements financiers suspects liés aux dépenses de Marcelo, ont grandement renforcé ma position légale lors des négociations. Cela m'a permis d'obtenir un partage des biens bien plus favorable que dans un divorce conventionnel. Mais au-delà des résultats matériels, ce que j'ai réellement ressenti ces jours-là, en regardant les conséquences s'enchaîner l'une après l'autre exactement comme nous l'avions prévu, c'était un profond sentiment de justice rétablie. Ce n'était pas du bonheur, j'en étais encore loin. Mais c'était indéniablement de la paix. La paix de savoir que je n'avais pas agi par désespoir ou par impulsivité, mais avec intelligence, patience, et une détermination silencieuse qui avait finalement porté ses fruits. Près de 4 mois se sont écoulés entre ce petit matin dans le hall de l'hôtel, et le jour où j'ai enfin signé les derniers documents dissolvant officiellement et définitivement 19 années de mariage. Ce fut un processus long et épuisant à bien des égards, mais je l'ai traversé avec une lucidité que je n'aurais jamais imaginé posséder lorsque tout a commencé. L'accord de divorce final a été structuré de telle sorte que, selon Bernardo, il reflétait équitablement le schéma avéré de l'infidélité.
j'ai gardé la maison évaluée à 310 000 €, une propriété que j'ai décidé de conserver non pas par attachement sentimental, mais parce qu'elle représentait la stabilité dont notre fils avait besoin durant cette période de transition difficile pour toute la famille. Du fonds d'investissement commun, qui avait atteint 82 000 € au moment de la séparation, j'ai obtenu 60%. Ce pourcentage reconnaissait légalement le schéma de dépenses abusives que Sandra avait caché pendant des mois, finançant en partie ses rencontres avec Marcelo à l'aide de ressources qui auraient dû être partagées. Sandra a emménagé dans un appartement plus petit, à environ 20 minutes de la maison que nous avions partagée pendant des années. Je ne l'ai revu qu'à de rares occasions après cela, principalement lors d'échanges concernant notre fils. Bien qu'affecté par la séparation, il a finalement apprécié l'honnêteté avec laquelle j'ai choisi de lui expliquer la situation, sans exagérer de détails inutiles, mais sans lui cacher non plus la vérité fondamentale sur ce qui s'était passé. Marcelo, quant à lui, comme je l'ai appris par d'anciens collègues qui sont restés en contact avec moi après son départ, a traversé une période extrêmement difficile après son licenciement. La nouvelle de sa sortie honteuse a circulé rapidement dans le petit cercle de notre secteur, lui rendant la tâche extrêmement ardue pour retrouver un poste similaire dans une autre entreprise. J'ai entendu dire, des mois plus tard, qu'il avait finalement réussi à décrocher un poste de niveau inférieur dans une entreprise plus modeste, bien loin du prestige et du pouvoir dont il avait joui pendant des années, et qu'il avait mis en péril sans songer aux véritables conséquences de ses actes. Pour ma part, les mois qui ont suivi le divorce sont devenus un lent mais constant processus de reconstruction. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des nuits où, malgré toute la force dont j'avais fait preuve pendant la procédure légale, je m'asseyais seul dans cette maison qui me semblait désormais trop grande, trop silencieuse, et je laissais la tristesse sincère de tout ce qui avait été perdu s'exprimer enfin. 19 années ne disparaissent pas sans laisser de traces, aussi justifiée qu'ait été ma décision de clore ce chapitre. Mais j'ai aussi découvert, durant cette même période, une version de moi-même dont j'ignorais l'existence, un homme capable de garder son calme sous une pression extrême, de penser de manière stratégique même au cœur de la douleur la plus vive. Et de se protéger sans avoir besoin de recourir à la violence, aux cris, ou à une destruction impulsive. Bernardo, lors d'une de nos dernières réunions formelles liées à l'affaire, m'a dit une chose qui est restée profondément gravée dans ma mémoire: la plupart des gens dans ta situation auraient agi sous le coup de la douleur immédiate. Ils auraient perdu pied juridiquement. Ils auraient perdu le contrôle de l'histoire. Tu as fait exactement l'inverse. Et c'est ce qui a fait la différence entre sortir de la détruite, et en sortir plus fort. Ces mots ont résonné en moi pendant longtemps, surtout dans les moments où la solitude se faisait la plus lourde. Car j'ai compris que la véritable victoire, dans une telle situation, ne se mesure pas seulement en termes matériels ou légaux, bien que ces résultats favorisent indéniablement ma stabilité future. La vraie victoire résidait dans le fait d'avoir repris, pièce par pièce, le contrôle de ma propre histoire, au lieu de laisser la trahison des autres définir le reste de ma vie. Au fil des mois, j'ai repris des activités que j'avais abandonnées depuis des années, perdu que j'étais dans la routine confortable mais stagnante d'un mariage qui, je le comprenais maintenant clairement, se détériorait silencieusement bien avant que l'infidélité ne se manifeste au grand jour. J'ai recommencé à courir le matin, une chose que je faisais dans ma jeunesse, avant que le travail et les responsabilités familiales ne consument cet espace personnel. J'ai renoué avec de vieux amis, dont Bernardo, avec qui mon amitié s'est considérablement renforcée après tout ce que nous avions traversé ensemble. Mon fils, avec le temps, a également trouvé son propre équilibre entre les deux maisons, entre les deux vies désormais séparées de ses parents. Il y a eu des moments de tension au début, particulièrement lorsque je me retrouvais avec Sandra lors d'événements le concernant. Mais peu à peu, nous avons tous les deux appris à maintenir une relation civile et respectueuse, donnant toujours la priorité au bien-être de notre fils, bien au-delà de tout ressentiment personnel qui pourrait encore exister entre nous. 1 an après ce petit matin dans la réception de l'hôtel, je me suis surpris, presque sans l'avoir prévu, à repenser à tout ce parcours, en buvant un café lors d'un paisible samedi matin. J'étais assis dans ce même jardin où Sandra avait l'habitude de cultiver ses roses. Des roses que j'ai décidé de garder en vie au fil du temps, non pas comme un souvenir douloureux de ce qui avait été perdu, mais comme un symbole. Certaines belles choses peuvent survivre, transformer, même après que tout le reste se soit effondré. J'ai pensé à l'homme que j'étais avant cette nuit-là. Cet homme confiant, peut-être trop confiant, qui n'aurait jamais imaginé que sa vie parfaite dissimulait de telles failles. Et j'ai aussi pensé à l'homme que j'étais devenu, quelqu'un de plus prudent, certes, mais aussi de plus fort, plus conscient de sa propre valeur, et plus apte à identifier les signaux d'alarme avant qu'ils ne deviennent des blessures impossibles à guérir. Sandra,
comme je l'ai appris par des connaissances communes, a essayé à un moment donné de reprendre contact avec moi, cherchant peut-être une sorte de réconciliation, ou du moins une conversation qui lui permettrait de mieux digérer ce qui s'était passé. J'ai décidé de ne pas ouvrir cette porte. Pas par un ressentiment prolongé, mais parce que j'ai compris que mon processus de guérison nécessitait une véritable distance, et non des conversations qui ne feraient que rouvrir des blessures que j'avais enfin réussi à cicatriser. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que cette nuit dans la réception de l'hôtel, cette nuit qui a complètement changé le cours de mon existence, n'était pas vraiment la fin de quelque chose. C'était, en réalité, le véritable commencement. Le commencement d'un homme qui a appris que la force ne se manifeste pas toujours par des hurlements ou des affrontements explosifs, mais parfois, par le silence calculé de celui qui sait exactement quand et comment agir. Marcelo pensait avoir le contrôle cette nuit-là, marchant dans le hall de l'hôtel avec l'assurance de celui qui se croit à l'abri des conséquences. Sandra croyait pouvoir mener deux vies parallèles indéfiniment, sans que l'une finisse par percuter l'autre de manière irréversible. Ils se trompaient tous les deux lourdement. Car, au final, ceux qui ont tout perdu, la position, la réputation, la stabilité qu'ils considéraient comme acquises, ce sont eux. Et moi, l'homme qui a passé une nuit entière assis en silence dans la réception d'un hôtel, attendant patiemment l'aube, j'ai fini par découvrir que cette attente silencieuse n'était pas une défaite. C'était le premier pas vers ma propre liberté.